Bonjour à tous. Pour certains d'entre vous, ça sera sans doute la première fois que vous me voyez, au moins en visio. J'en ai déjà rencontré plusieurs d'entre vous à travers différentes occasions, lors de déplacements en France ou à l'étranger. Je vais vous parler du plan stratégique de l'ESIA, puisque je suis arrivé dans cette belle institution en novembre 2018. Et après d'années d'expérience dans l'industrie, une vingtaine quasiment dans l'enseignement supérieur, dans différentes institutions, et fort de cette expérience, mais également fort de tous les atouts de l'ESCA, je pense qu'on peut ambitionner un beau plan stratégique. Mais avant de vous parler de ce plan de développement à l'horizon 2024, je voudrais vous faire un point sur la crise du Covid-19. Et d'ailleurs, c'est ce qui me permettra aussi de réactualiser mon propos à l'aune de cette crise. Tout d'abord, il faut savoir que depuis le début de cette crise, qui a commencé très tôt finalement pour l'ESCA, puisque du fait de son internationalisation, entre autres avec un site à Shanghai, nous avons été concernés par cette crise dès le mois de janvier. Et c'est-à-dire que dès début février, le campus de Shanghai était fermé. Alors, c'était un problème et en même temps, ça a été un bon galop d'essai pour commencer à mettre en place certaines pratiques. Tout d'abord sur le plan pédagogique, mais également des processus de sécurisation de nos processus et de bonne gestion de notre communauté étudiante. Alors, entre autres, le premier élément de gestion, ça a été de s'assurer que les étudiants qui souhaitaient revenir de leur pays d'origine puissent le faire. Alors, bien sûr, tout au début avec la Chine, et puis très rapidement la France et notre campus de Budapest, mais également l'ensemble des institutions partenaires dans lesquelles nous avions des étudiants à l'étranger et dans certains cas même des stagiaires à l'étranger. Il a été très important dès le début de communiquer, de maintenir les échanges avec toutes les parties prenantes, alors que ce soit bien sûr les collaborateurs sur campus, nos institutions partenaires et bien évidemment les étudiants et leurs parents. D'où la tenue de webinars assez réguliers pour les tenir informés de nos décisions. Il y a eu également tout un plan de mise en place pour assurer une continuité pédagogique, un plan de continuation d'activité. Je pense que beaucoup d'entre vous, en tant que diplômés, qui travaillez dans des activités de service ou des activités industrielles, vous voyez très bien ce que je veux signifier à travers ces plans de continuation d'activité. Et l'ESCA, finalement, a fait quelque chose d'assez impressionnant. C'est-à-dire que lorsque le confinement a été prononcé pour un démarrage effectif le 16 mars, le 17 mars, non, excusez-moi, le 17 mars 2020, eh bien, 2 jours après, 100% de nos cours étaient assurés en ligne. Et ça, c'est une belle prouesse, c'est-à-dire que près de 2500 étudiants, répartis principalement en France, mais également à l'étranger, pour ceux qui étaient restés, ont pu poursuivre leurs enseignements en ligne avec des enquêtes de satisfaction qui sont menées régulièrement et qui nous permettent aujourd'hui de dire que 70-75% de nos étudiants considèrent cette expérience comme satisfaisante, voire très satisfaisante. Ce qui reste, pour autant, on a entre 25 et 30% d'étudiants à satisfaire davantage ou à mieux convaincre ou à mieux accompagner. Le suivi pédagogique et l'encadrement à distance a été renforcé. On voit bien que de toute façon, au-delà même de la pédagogie, il y a tout un dispositif d'accompagnement à mettre en place et à en renforcer. Et en tout premier actuellement, de fiabiliser nos systèmes d'évaluation semestrielle à distance, avec de nombreuses applications. Euh, Ensuite, il y a l'autre question, et je sais que certains diplômés euh, qui sont de nos prescripteurs ont des proches qui souhaitaient passer le concours cette année, que ce soit les épreuves écrites ou orales. Et la grande déception a été d'apprendre que, suite quasiment aux recommandations vives du ministère, nous devions changer nos processus de sélection en ne recrutant que sur dossier. Alors, les trois écoles de la Banque Accès ont réagi de la même façon, c'est-à-dire que l'ESDES, l'ISEG et l'ESCA, qui font partie de la Banque Accès, ont décidé de réagir collectivement, solidairement et avec efficacité afin de maintenir un dispositif de sélection à la fois qualitatif et équitable. Alors, on a mis en place pour ça une sorte de comité de pilotage et on a travaillé sur la façon dont nous allions analyser les dossiers en tenant compte, bien évidemment,
d'éléments académiques liés aux notes des épreuves anticipées de première en français et aux travaux pratiques encadrés, mais également les notes des grandes matières académiques, des grandes disciplines de terminale, tout en accordant aussi une part significative à la qualité des motivations et au dossier sur le plan qualitatif, c'est-à-dire en tenant compte des engagements de nature sportive, culturelle, humanitaire, entrepreneuriale pour certains de ces étudiants. Voilà. Et tout ceci, normalement, a dû être consigné par ces étudiants dans leur dossier Parcoursup. Voilà. Nous avons aussi un souci et qui est partagé, c'est qu'actuellement, nous devons soutenir les familles. Alors, tout particulièrement pour ceux qui sont concernés par concours accès, ça a été, bien évidemment, de réduire de 50% le montant des frais d'inscription au concours, puisqu'il n'y avait plus d'épreuves écrites et orales. In fine, nous faisons en sorte d'équilibrer et nous faisons en sorte de nous assurer que pour les familles, ce fardeau soit le moindre possible parce que beaucoup d'incertitudes se présentent à l'horizon. Alors, pour en revenir au plan stratégique dorénavant, et ça a bien été souligné par Stanislas Degatine, c'est que c'est une école que j'ai découverte, bien évidemment, que je connaissais de réputation depuis de nombreuses années, qui m'a impressionné par sa dynamique. Stanislas Degatine a tout particulièrement souligné un changement de business model en 2016 pour l'association des diplômés. Et il faut constater également que l'ESCA a fait un changement, non pas de business model, mais a conforté son business model en devenant une association d'intérêt général, un établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général, ESPIG, en 2016. C'est-à-dire que c'est une institution qui, dans un spectre qui irait de l'université publique à des écoles non reconnues par l'État, adossées à des investisseurs privés français ou internationaux, et n'y voyez aucune connotation négative de ma part, dans ce continuum, eh bien, l'ESCA est aujourd'hui dans ce qui se fait de plus proche de la délégation de services publics et ce qui est de plus proche en termes de structure privée d'un service public d'enseignement supérieur, grâce à ce statut. C'est-à-dire que nous avons des obligations en termes de qualité, mais également en termes de diversité sociale, et c'est un sujet sur lequel je reviendrai plus tard. Cette ambition, ces valeurs, c'est aussi de s'assurer que les accréditations internationales, les labels de qualité restent un élément fort du positionnement de cette école. La force de cette institution, et je l'ai bien vu en arrivant très rapidement, c'est qu'il y a un projet pédagogique avec un centre d'accompagnement pédagogique, un institut de la pédagogie avancée qui a d'ailleurs permis de travailler très rapidement et d'assurer 100% de nos cours en ligne en l'espace de quelques jours. Tous ces projets pédagogiques est basé de plus en plus, et ce sera vraiment un point important dans les mois et les années à venir, sur des notions d'exigence, de bienveillance, mais également un modèle économique qui, même si aujourd'hui s'assure à distance, restera majoritairement en présentiel. Et c'est un plan stratégique qui va faire en sorte de promouvoir l'interdisciplinarité, l'ouverture culturelle. Et quand je parle d'interdisciplinarité, c'est faire en sorte d'accueillir ou de permettre à nos étudiants d'aller étudier dans d'autres champs disciplinaires tels que les sciences, l'ingénierie, les arts, le design, les sciences politiques, les relations internationales ou le droit, par exemple. Et notre programme, notre plan stratégique veut faire en sorte aussi de disposer d'un portefeuille de programmes constitué principalement de formations généralistes en management. Nous allons devoir faire des choix et c'est pour ça que nous resterons sur un portefeuille qui va se développer, mais qui restera principalement centré sur le programme grande école, le bachelor en management et quelques Master of Science et la formation continue. Cette ambition, elle est portée par des valeurs aussi, c'est celle d'un corps professoral international de qualité, de haut niveau, capable de publier dans les meilleures revues internationales, mais aussi capable de répondre aux attentes des entreprises. C'est une ambition qui est portée aussi, qui entend faire en sorte que de nouvelles pratiques managériales soient instillées dans le plan stratégique à venir au cours des 5 prochaines années. Et il faut bien reconnaître que la crise que nous connaissons actuellement, et je sais que dans beaucoup d'organisations, c'est la même situation à laquelle vous êtes confrontés, c'est que finalement, on a découvert que nous étions capables de faire preuve d'une flexibilité, que nos équipes étaient capables de s'adapter de façon beaucoup plus rapide que si nous avions dû éventuellement
les convaincre de passer de plus en plus à un enseignement à distance ou de travailler davantage à distance. Cette crise a eu au moins cette vertu, et je sais qu'elle présente de nombreux inconvénients et qu'elle suscite aussi beaucoup d'inquiétudes. Mais en ce qui nous concerne et en termes de pratique managériale, ça a été un catalyseur. Je souhaite également insister sur un point, c'est que l'ESCA s'est développé significativement au cours des dernières années. Et pour certains d'entre vous qui n'avaient fait que votre cursus à Angers, à une époque où il n'y avait qu'un programme Grande École en 4 ans, depuis, il y a de nombreuses. Le programme Grande École est passé en 5 ans. Il y a d'autres campus en France et à l'étranger. Il y en a désormais 8, 6 en France et 2 à l'international, Shanghai et Budapest. Mais que l'objectif dans les années à venir, c'est de toujours faire en sorte, si on souhaite conserver un peu cet état d'esprit et cette force de l'ESCA, ce sentiment d'appartenance, c'est de faire en sorte que chacun de ces campus reste à taille humaine. Au moment où beaucoup d'institutions ambitionnent en France d'avoir des campus qui accueillent entre 6 et 10 000 étudiants, eh bien, l'objectif de l'ESCA, c'est d'avoir plutôt un réseau de campus présents en France, accueillant, de taille intermédiaire. Et je sais que quand je présente un chiffre de 2500 étudiants maximum, pour certains d'entre vous qui ont connu une école à peut-être environ 800 étudiants, c'est très significatif en termes de progression. Mais aujourd'hui, dans le domaine des écoles de management, 2500 étudiants reste une taille très modeste, si on part, en tout cas une taille relativement intermédiaire par rapport à d'autres institutions qui, si je prends des exemples, tels que Kedge aujourd'hui, ont plus de 12 000 étudiants sur leurs différents campus. Alors, quand nous avons travaillé sur ce projet stratégique, en mobilisant les équipes, les étudiants, les collaborateurs, on a même fait des focus group avec des enseignants, des alumni qui ont été mobilisés, des parents d'élèves. Et à l'issue de tout ça, on a imaginé un nom, et ce nom, c'est Odyssée 2024-2024. L'Odyssée parce que c'est un voyage. Ceux qui connaissent un peu cette littérature classique savent que ce n'est pas forcément un voyage de tout repos. Ça tombe bien. Heureusement que je n'ai pas imaginé que ce serait un voyage de tout repos, parce que 2 mois après le démarrage de ce plan stratégique, on peut dire qu'on est un peu dans une forme de tempête. Alors, ceci dit, c'est pour ça que le plan stratégique a été constitué, non pas sur une hypothèse haute, une hypothèse basse et une hypothèse moyenne, avec le conseil d'administration et le bureau du conseil d'administration. On a plutôt travaillé sur un plan stratégique avec des tiroirs, des options à exercer au cours du temps. Et très probablement, cette crise du Covid va nous inciter non pas à exercer ce plan stratégique, à réaliser ce plan stratégique tel que nous l'avions complètement défini au départ en termes séquentiels, mais plutôt en exerçant nos options à des moments différents, mais je reviendrai là-dessus un peu plus tard dans le cadre des questions. Quoi qu'il en soit, 3 principes d'action guident ce plan stratégique. Tout d'abord, il y a le design organisationnel. Pour une raison simple, c'est que cette école a connu une forte croissance, vous l'avez tous constaté, une forte croissance en effectifs. Il y a de ça, en 2015, l'ESCA, c'était environ 2500 étudiants, et aujourd'hui, il y en a plus de 5000 présents sur 8 campus. Il y a près de 300 collaborateurs aujourd'hui à l'ESCA et 134 enseignants-chercheurs, ce qui fait d'ailleurs de l'ESCA le 5e corps professoral en taille en France. Mais cette croissance mérite aussi un temps de pause et une forme de réflexion sur notre schéma organisationnel. Et c'est pour ça que le premier principe, c'est le design organisationnel, afin de faire en sorte que dorénavant, nous déconcentrions certains processus de décision, que tout ne se décide pas en centrale, mais qu'également certaines initiatives soient prises sur les campus, afin que ce plan stratégique ait un sens pour tout le monde. Et typiquement, dans ce design organisationnel, ça va être de faire en sorte que aujourd'hui, on ait certaines. Premier exemple, jusqu'à présent, le directeur général était directeur du campus d'Angers, et que très prochainement, il y aura une personne qui va être nommée à la direction du campus d'Angers, parce qu'en tant que directeur général, je ne peux pas tout faire. Et si je veux assurer le développement et la structuration du groupe en France et à l'international, il faut que j'ai une personne qui s'occupe des opérations à Angers, typiquement. Le deuxième principe, c'est la qualité, parce que rien ne peut se faire durablement sans miser sur la qualité. Ça a été le cas avec l'obtention des 3 grandes accréditations internationales que sont EQUIS, EICI, ESBI et AMBA,
Nous avons renouvelé Equis et ICSB au cours des derniers mois, hein. ICSB nous a été notifié la semaine dernière, Equis il y a de ça moins de 2 mois. C'est une très bonne nouvelle parce que ça signifie que l'ESCA non seulement décroche des labels de qualité, mais est capable de les soutenir dans la durée. Cette qualité, pour moi, et je pense que c'est une vision assez partagée et qui correspond à ces notions d'exigence et de bienveillance, c'est le fait que la qualité, pour nous, ce n'est pas une vision élitiste de la qualité, c'est une vision processuelle. C'est-à-dire de se dire tout simplement que nous allons faire en sorte de réaliser ce que nous avons dit, tout simplement. Et de s'assurer que l'expérience d'un étudiant au cours de ces 5 années d'études, l'expérience d'un collaborateur, l'expérience d'un enseignant soit la plus positive possible afin de faire en sorte que cette école soit un des meilleurs cadres de vie et d'apprentissage dans les 5 prochaines années. Alors, ensuite, au-delà de ces grands principes, on a souhaité avoir des projets par campus afin de faire en sorte que ce qui est signifiant au niveau global, au niveau du groupe, en termes de développement international, en termes d'interdisciplinarité, de développement de programme, trouve un écho et soit pertinent au niveau d'un collaborateur qui travaille à Shanghai, à Budapest, à Paris ou à Cholet ou à Angers, bien évidemment. Et c'est pour ça qu'on a des différentes thématiques. Alors, certaines vont travailler sur le rayonnement institutionnel. Par exemple, Paris va faire en sorte d'attirer davantage de conférenciers de haut niveau sur des thématiques. Alors, cette année, entre autres, l'année dernière, c'était sur la mer, mais cette année, c'est davantage sur le développement durable. On a des campus qui vont miser davantage sur les infrastructures. Nous avons de beaux bâtiments. Certains sont même très beaux, hein. Là, vous avez l'image, le projet de notre campus à Bordeaux, qui sortira de terre en 2022, enfin qui sera rénové en 2022. Mais nous avons un campus à Lyon déjà de très belle qualité, de très belle facture. Nous allons moderniser celui d'Angers. Il est bien, mais comme toutes les infrastructures, elle a tendance parfois à vieillir et il va falloir la rénover en tenant compte justement de ces expériences étudiantes, de ces expériences collaborateurs, et puis également de ce que nous vivons actuellement, où on travaillera peut-être un peu moins en présentiel et parfois un peu plus en distanciel, mais ce qui va signifier dans le cadre des enseignements, eh bien que pour que des personnes viennent sur nos campus, il faudra que leur expérience soit vraiment à très forte valeur ajoutée pour justifier justement de ne pas les suivre à distance. Et c'est là où on va vraiment travailler sur ces aspects-là. Bien évidemment, certains campus vont travailler sur une dimension internationale. D'autres vont se positionner davantage sur des thématiques RSE, par exemple sur l'égalité homme-femme dans l'entrepreneuriat, sur le campus de Bordeaux, par exemple, ou l'environnement à Angers. Et puis, certains vont miser davantage sur l'interdisciplinarité. Alors ça, c'est même un trait commun aux grandes métropoles, puisque du fait de notre proximité avec des écoles d'ingénieurs, nous envisageons de nombreux partenariats à Angers, Paris et Lyon, par exemple. Voilà. Ne serait-ce que dans le domaine de l'ingénieur. Voilà. Et alors, tous ces projets spécifiques campus vont jouer comme une caisse de résonance. Ce plan stratégique ambitionne de faire de l'ESCA une des institutions qui compte dans les années à venir. Alors, compter dans les années à venir, ce n'est pas toujours facile parce que tout le monde a envie de compter dans les années à venir. Mais il faut reconnaître que les fondamentaux sont bons. C'est une école équilibrée. Elle a certes une exposition internationale un peu plus faible que d'autres écoles en France. Il faut reconnaître qu'actuellement, cette moindre exposition internationale est comme une sorte de valeur refuge dans la crise du Covid actuellement. Mais d'un autre côté, on sait que notre développement passera aussi par l'international, notre rayonnement, notre crédibilité passera par l'international. Et c'est la raison pour laquelle, dans les années à venir, si on se projette dans quelques années, la montée en puissance de chacun des campus dans chacune des régions d'où nous sommes implantés. Et voyez-vous, aujourd'hui, nous avons 8 campus. Le campus d'Angers a près de 1700 étudiants sur son site. Eh bien, si chaque campus arrivait à près de 1000 étudiants en moyenne, on arriverait à près de 8000 étudiants dans les années à venir. La quantité, l'objectif quantitatif n'est pas un objectif en soi. Mais on sait très bien que dans la compétition à venir, si on veut compter à l'international, si on veut attirer des étudiants sur nos campus de Budapest, de Shanghai, on ne peut pas avoir que 150 étudiants. Parce qu'un étudiant d'une université partenaire viendra parce qu'il y a des infrastructures, parce qu'il y a des capacités d'accueil, et parce qu'il peut avoir une expérience unique
pas celle de vivre sur un campus de 10 000 étudiants, mais sur un campus dans lequel il y a un minimum d'étudiants pour avoir une interaction. Et ce projet, c'est de faire en sorte que notre institution, si possible, se positionne dans le top 30 européen des écoles de management entre 2025 et 2030. Alors, c'est un objectif ambitieux, mais je pense qu'on ne peut pas faire grand-chose sans ambition. Et puis, je pense surtout qu'on a d'excellents fondamentaux, que parfois on sous-estime. Notre capacité, par exemple, à transformer l'intégralité de nos enseignements en ligne en moins d'une semaine est impressionnant, alors que d'autres écoles françaises sont soi-disant positionnées sur le management des technologies et ont mis plus de 3 semaines à convertir leurs enseignements. Donc pour moi, cette école a un énorme potentiel. Et ce potentiel, il reposera aussi, bien évidemment, sur les liens, la qualité des liens, et quand je parlais de qualité et d'innovation, sur la qualité et les innovations que l'on peut mettre au service des entreprises, parce qu'in fine, c'est toujours la même chose. Et parfois, je heurte certains de nos étudiants ou leurs parents en leur disant que ce ne sont pas les clients, que le client final de l'école, ce sont les entreprises et la société en général. Que ce sont des franchisés, parce qu'in fine, ils seront les dépositaires de la marque. On aura un enjeu, un challenge dans les années à venir, et je l'ai souligné très rapidement à un moment donné, c'est celui de la diversité. C'est-à-dire que la qualité, ça sera aussi la diversité de notre population étudiante. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, avec les frais de scolarité qui sont pratiqués et qui, on verra bien, mais ont peu de chances, même dans le contexte de crise, de baisser, mais tout simplement au moins d'être stable, voire progresser, ne doit pas se faire au détriment de cette diversité, de cette richesse d'étudiants qui pourraient venir de contextes géographiques ou contextes sociaux différents. Et ça va être un des gros enjeux dans les années à venir de réfléchir sur notre modèle économique en lien avec les membres du conseil d'administration et en tout premier lieu avec les parents représentant l'association Capesca, mais également, bien évidemment, les alumni. En tout cas, ce projet stratégique ne sera valable que si justement il fait l'adhésion de la plupart des parties prenantes qui travaillent depuis de nombreuses années avec la direction de l'école.